petits-enfants de la patrie, avec le peuple. Retour sur une affaire que nous avons croisée il y a plus d'une semaine, et qui méritait quand même une bonne grosse mise au point. Je parle bien sûr de l'affaire Mia, une affaire d'enlèvement potentiellement orchestrée par le mégalomane, narcissique et mythomane que nombreux connaissent, Rémi Widerman, dont on ne perdra pas de temps à dresser le portrait et les connexions fortement douteuses de ce mec. Heureusement. Je vous invite à consulter le travail effectué par les sources dans la description. En attendant, voici un florilège de ce qui s'est passé. Cet homme s'appelle Rémi Widerman. C'est un Français qui vit en Malaisie. C'est un ancien membre du MODEM contre qui un mandat d'arrêt international a été lancé. Et on en sait plus aussi, depuis aujourd'hui, sur ses opinions. Ce sont même des héros. Ce sont des héros parce qu'ils font, ils rétablissent, ils mettent terme à une infraction, ils rétablissent le droit. Et ils répondent à une demande pressante de la part d'une maman. Donc moi je les félicite et on fera tout ce qu'il faut pour les libérer de cette détention totalement scandaleuse. C'est la fin d'une cavale de 6 jours. Vers 10h45 ce matin, Lola Montemaggi et sa fille Mia ont été retrouvées dans cette usine désaffectée en Suisse. La petite fille est en bonne santé selon le procureur de la République de Nancy. Les Français, c'est l'un des peuples les plus contrôlés du monde. Je pense que plus de la moitié de la population avait à faire la justice en France. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est le même taux qu'on avait en 1965 en Union soviétique. La moitié de la population est passée devant le tribunal. Mais c'est de la folie. Enfin, c'est de la folie. Mia avait été enlevée mardi par 3 hommes au domicile de sa grand-mère dans cette petite commune des Vosges. Elle aurait ensuite été remise à sa mère. Selon le procureur, Lola Montemaggi a passé une première nuit dans un hôtel d'Estavier-le-Lac, dans le canton de Fribourg. Elle s'est ensuite rendue chez une femme à Neuchâtel, en Suisse, chez qui elle dormira. On marche sur la tête et je vais libérer ce pays de ça. Je vous assure, j'ai l'énergie pour ça et on aura les gens et les aides et les alliés étrangers pour ça. Nous reprendrons ce pouvoir et les gens qui se sont permis de collaborer à ce système, ils seront embastillés. Ou pour le moins, ils perdront leur travail. On ne gardera pas les mauvais juges. Et ils ne m'arrêteront pas en Malaisie, parce que la Malaisie, c'est un pays de liberté, c'est un pays... L'Indonésie, les Philippines, tous ces pays sont des pays où il y a beaucoup plus de liberté qu'en France. On n'arrête pas les gens comme ça, les gens sont énormément respectés. C'est l'une de mes collègues qui lui a écrit ce matin via des réseaux sociaux, et très rapidement, il lui a répondu, et il a accepté notre demande d'interview. On peut se douter, vu le personnage, que même s'il est visé par un mandat d'arrêt qui visiblement n'a pas l'air de l'inquiéter, on peut imaginer que donner cette interview à un média sert aussi ses intérêts. Et je vais vous dire qu'il m'arrête, qu'il me mette à Fleury-Mérogis, j'écrirai mon livre, là, ça sera l'occasion. Les gens cesseront de dire que je suis du système, ils cesseront de dire que je suis planqué, ils verront que je suis en première ligne, et je pourrai de là fomenter la contre-révolution nécessaire dans ce pays. Ça fera encore beaucoup plus de bruit. Et je suis sûr que j'aurai plein de gens, plein d'amis chez les matons, chez les policiers, chez les gendarmes. J'en suis convaincu. On est sur quelqu'un qui aime la lumière, qui publie régulièrement des vidéos et qui veut faire passer des messages. On va le développer ensuite, mais des messages clairement antisémites parfois, clairement racistes, clairement négationnistes. L'enquête a mobilisé au total plus de 200 gendarmes. Le procureur n'exclut pas de nouvelles interpellations. Et donc c'est quelqu'un qui a envie de parler, de s'exprimer, de faire parler de lui. Et on peut se demander d'ailleurs dans quelle mesure tout ça n'était pas aussi une opération destinée à faire parler. C'est le cas classique maintenant, désormais classique, d'une justice qui dérape et qui parle d'enlèvement là où il y a une restitution d'enfants à la maman qui le demande, qui réclame son enfant à corps et à cri, qui supplie qu'on lui rende son enfant. Oui, il s'est exilé donc effectivement en Malaisie il y a quelques années avec sa famille, avec sa femme et ses enfants, et il publie très régulièrement des vidéos, des messages sur les réseaux sociaux pour parler de ses convictions. Et qui, manifestement, devrait avoir conservé son enfant et à qui on l'a enlevé de manière indue, illégitime. Un placement abusif comme il y en a des milliers chaque année en France. Bah écoutez, Mia va bien, c'est ce que nous dit son grand-père. Alors lui, il n'a pas pu s'entretenir directement avec sa petite fille, mais en fait, il a eu des nouvelles par une des tantes de Mia qui a pu discuter avec elle au téléphone après ses retrouvailles avec sa grand-mère. Il a fondé un mouvement, d'ailleurs c'est par ce mouvement que les hommes soupçonnés d'être à l'origine de l'enlèvement de Mia se sont rencontrés. C'est parce qu'ils ont connu cette figure, cet homme, Rémi Widerman, c'est parce qu'ils ont adhéré à son organisation qu'ils ont aussi, selon eux, participé à cette opération. Elle va bien et elle a vécu ces 5 derniers jours comme une aventure. C'est-à-dire, donc, c'était pas anxiogène. Ouais. Et il y a une des sœurs qui l'a eu au téléphone et qu'elle a trouvé qu'elle était en grande forme. Elle a même demandé quand est-ce c'était qu'elle pourrait l'avoir. Donc, ce sont de bonnes nouvelles. Pour moi, c'était encore de meilleures nouvelles, le fait que c'était pas anxiogène. Donc. Dans ces vidéos, qu'on pourrait résumer par le fait qu'elles sont conspirationnistes et qu'elles sont contre le système, ils dénoncent pêle-mêle le système médical, le système éducatif, le système judiciaire, avec des propos parfois très farfelus, parfois très dangereux.
Les retrouvailles entre Mia et sa grand-mère se sont déroulées dans un lieu sécurisé, un lieu tenu secret, loin de la commune d'Époulières où elles vivent. Actuellement, on ne sait pas quand toutes les deux vont pouvoir rentrer dans cette commune. Il affirme que dans les écoles publiques en France, il y a des viviers pour assouvir les pulsions de personnes pédophiles qui viendraient se servir. Il affirme que les camps de concentration n'ont jamais existé, que tout ça n'est qu'un montage vidéo, photo. Dans cette histoire, je suis sûr et certain que nombreux n'auront pas remarqué la propagande flagrante des médias à vouloir mettre en avant ce fait divers marginal pour une raison bien précise, diaboliser et stigmatiser toute pensée divergente à la pensée unique encore une fois, par le biais des soi-disant dérives potentielles du complotisme, par l'intermédiaire d'un Rémi Daillet, et faire dans la récupération. Avec cet asticot, c'est du pur beurre sur une tranche de pain complet, le discrédit est assuré. Autre détail, Bouffe-Mère de TV occulte volontairement l'appel au coup d'état de ce tocard, mais a préféré orienter l'auditeur sur leur propagande anti-conspi. Pendant des mois, beaucoup n'ont pas arrêté de marteler la posture de cet individu, mais les esprits faibles que sont ses suiveurs ne veulent même pas l'admettre. Pire encore, ils vous renvoient la balle avec la même rhétorique, celle de nous donner des leçons du genre « Qu'est-ce que tu fais pour sauver la France ?» Les solutions à proposer blablabla, parce qu'ils n'ont pas encore pigé que personne ne doit avoir cette prétention d'être le sauveur d'un pays par le biais d'Internet. Ils ne se sont jamais rendus compte de la complaisance totale de YouTube ou Facebook pour bien le laisser propager son lancement au coup d'état, alors que des mecs comme Soral, Diodo ou encore Hyssen se font censurer pour beaucoup moins que ça, harceler judiciairement, collé en garde à vue ou jeté en tôle, et le Daillet, tranquillou, n'est absolument pas inquiété par le système qu'il pense faire tomber. Walou, que dalle. Curieux, non? Et quand la remarque lui a été faite dans un direct sur YouTube par le méchant loup divergent pour tenter de l'acculer. Un des premiers constats que je ferais, c'est déjà le premier constat que c'est Maximus. C'est-à-dire, vous nous dites oui, je vois pas quel est le problème à annoncer un coup d'état. Un coup d'état, quelque part, c'est un braquage. C'est un braquage du pouvoir. Et on n'a jamais vu des braqueurs, jamais, appeler la banque avant pour prévenir qu'ils allaient braquer la banque. Parce que tout simplement... Non, mais attends, si vous pouvez me laisser aller jusqu'au bout. C'est tout simplement parce que sinon, s'ils font ça, eh bien, la banque va se sécuriser. La banque même sait qui sont les braqueurs et peut même les intercepter avant le braquage. Moi, si demain, un cambrioleur me prévient qu'il va venir me cambrioler dans le mois, évidemment que je vais sécuriser chez moi et que je vais faire en sorte que ceci n'arrive pas. Donc, je vais me préparer à ça. Donc, je ressens un petit peu quelque part là-dedans, quelque chose de peu stratégique. Ensuite, vous nous avez dit, je vous laisserai répondre après, j'ai plusieurs choses à développer ce soir, mais je vous laisserai répondre après, donc je vous invite à noter peut-être les points sur lesquels vous voulez réagir. Ensuite, vous nous avez dit que, en gros, il n'y a rien d'illégal à proposer un coup d'État. Pourtant, on a un avocat qui explique que l'article 412.4 prévoit pour sa part que est puni de 15 ans de détention criminelle et de 225 000 € d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel et même d'y appeler en fait quand on regarde un peu plus haut. Eh bien, tout simplement, je suis surpris de voir que sur YouTube, par exemple, alors que il n'est pas marqué dans la loi qu'il est interdit au nom de la liberté d'expression de contredire les recommandations de l'OMS, nous faisons supprimer des vidéos, nous faisons striker des chaînes régulièrement juste pour avoir contredit les recommandations de l'OMS. Et vous, alors que c'est clairement répréhensible par la loi, ce que vous faites, c'est-à-dire de faire un appel au coup d'État, c'est pour ça que je trouvais ça assez étrange que vous le fassiez publiquement, à aucun moment vos vidéos ne sont supprimées, on a même un petit peu l'impression qu'elles sont propulsées. Et la réponse de notre mousquetaire de pacotille sera très risible. Sur le point que le braquage ne s'annonce pas, mais si, justement. Le D-Day, je vous signale que le D-Day, le 6 juin 44 à 6h, il a été annoncé par les Alliés, volontairement, de façon à ce que les Allemands pensent qu'il n'aurait pas lieu à ce moment-là ni à cet endroit. Ils ont dit D-Day, 6 juin 44, à 6h du mat, on débarque en Normandie. Ça faisait partie des signaux qui ont été envoyés aux Allemands pour les tromper sur la nature de l'opération. Donc, ça s'est déjà arrivé. Et comme je vous l'ai dit, le défi, jadis, consistait précisément en l'annonce de l'opération qui allait être menée. Donc, si, c'est possible. Et je ne vois pas, vous ne me dites ça ne se fait pas entre gens bien, en gros, hein, il y a une sorte de convention, on ne le fait pas, mais rien ne le démontre. Alors, vous me dites, l'État va davantage se préparer, mais l'État est déjà préparé à bloc, je vous garantis. Depuis la manif pour tous, le boulevard Saint-Honoré est bloqué, le bunker est revérifié de fond en comble sous l'Elysée. Enfin, je veux dire, toutes les dispositions sont prises pour parer un coup d'État H24. Donc, ils ne peuvent pas faire davantage, si vous voulez, sauf à embaucher 30 000 flics de plus. Mais les budgets de l'État sont déjà au maximum et ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ils ont, à Ballard, il me semble que c'est à Ballard, je ne sais pas si Éric Perroux pourra me le confirmer, lui qui connaît un peu les services, c'est à Ballard, ils ont créé entre-temps un centre d'information extrêmement puissant qui est chargé de surveillance. Donc, tout ça, c'était fait. Ils n'ont pas attendu mon annonce pour faire un maximum et pour se préparer. Donc, si vous voulez, ça ne change rien. Mon annonce ne change rien.
j'aurais même tendance à dire qu'au contraire, étant donné qu'il y a un certain nombre de gens à l'intérieur du système qui sont plutôt favorables à ce renversement, ça aurait tendance nettement à les affaiblir. Et c'est aussi l'un des buts de l'opération, c'est de récupérer des gens dans le système qui en ont marre et qui souhaiteraient peut-être qu'il y ait un changement et qui n'ont peut-être pas envie que monsieur Macron, à la solde du mondialisme, puisse aller jusqu'au bout de sa logique. Alors sur l'égalité, si vous me dites qu'il y a des risques d'aller en prison, déjà, ça veut dire que je prends un risque. Donc si je suis en situation de gérer la loi, ça veut plutôt dire que justement je suis dans l'opposition à ce système. Bon. Par ailleurs, vous savez, les lois que vous évoquez, elles sont toutes encloses dans un bloc de lois qui est en aval du bloc constitutionnel. Or, nous avons un gouvernement qui aujourd'hui est qualifiable par les tribunaux de dictature, et par conséquent, tout ce qui est en deçà en est affecté. C'est-à-dire que la justice d'une dictature ne peut pas dire que moi, proposant le renversement de cette dictature, je serai en tort. Sur le fond, si vous voulez, sur le fond. Donc sur la forme, on dira oui, ce monsieur, il est passible de telle peine, mais en fait, s'il y avait un procès et s'il y avait une grosse affaire légale, eh bien, on aurait à confronter mes arguments qui sont, monsieur, vous avez établi une dictature en faisant par exemple en sorte que le judiciaire soit placé sous la coupe de l'exécutif, et ça c'est caractérisé, en faisant en sorte de confiner des gens, en vaccinant de force ou en opérant un certain nombre de choses qui relèvent du code de Nuremberg, extrêmement grave. C'est-à-dire que il faudrait qu'ils se défendent en disant oui non mais monsieur vous avez violé une loi. Le poids de leur argumentaire serait extrêmement faible par rapport au mien. Alors je vous dis pas que je gagnerais bien sûr parce que forcément la justice étant totalement stipendiée et aux mains de ces voyous, dans leur juridiction je serais condamné et même à perpétuité. Mais dans le cadre d'une juridiction internationale avec disons dans une ambiance qui serait sereine et libérée de cet état profond, l'État français serait extrêmement embêté. Et il serait embêté notamment par des gouvernements dans les pays de l'Est qui eux sont pas tout à fait européistes et qui diraient mais attendez, ce que dit ce monsieur sur la nature de l'État français actuellement n'est pas faux. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Donc ça amènerait, si vous voulez, c'est pour ça que je pense que l'État français est très très embêté, d'abord parce qu'il a des dissensions en interne, et ensuite parce que sur le plan international, venir m'arrêter, alors que je dis qu'il faut le renverser, il faudrait le justifier par toute une réponse sur le fond qui ne sera pas gagnée d'avance. Voilà, donc voilà la réponse que je vous apporterai sur ces deux points. Voilà, pas un mot sur sa non-censure. Il fait totalement diversion. Mais par contre, il vient mentir ouvertement chez le petit Manu. Et donc, est-ce que vous êtes un petit peu, est-ce que vous avez des persécutions, des menaces? Parce que beaucoup pensent qu'on juge un vrai dissident au niveau des condamnations et de la persécution. Ah oui, alors ça c'est le chapitre de ce que vous disiez. Bien sûr, d'abord je suis censuré comme tout le monde. Regarde-moi dans l'œil. Ça a fini par arriver, donc bon. Pourtant, vous avez une chaîne YouTube encore qui cartonne bien. J'ai une chaîne YouTube qui fonctionne, mais là-dessus, je pense que, comme je l'ai dit déjà, il n'y a rien qui s'est qualifié. Il n'y a rien, pénalement, il n'y a rien à qualifier. J'ai un bébé qui pleure, excusez-moi. Ça a fini par arriver, donc bon. Pourtant, vous avez une chaîne YouTube encore qui cartonne bien. J'ai une chaîne YouTube qui fonctionne, mais là-dessus, je pense que, comme je l'ai dit déjà, il n'y a rien qui s'est qualifié. Il n'y a rien, pénalement, il n'y a rien à qualifier. Ah mais certains vont me rappeler qu'il a été censuré de YouTube récemment, autrement dit il y a seulement quelques jours. Mais c'est uniquement à cause de cette affaire, et valait mieux montrer patte blanche cette fois-ci, mais toujours pas sa page Facebook. En gros, c'est un idiot utile et un parfait opposant contrôlé. De plus, la complaisance incroyable de Bouffe-Mère de TV de laisser à Daya une tribune pour balancer ouvertement ses élucubrations afin de se justifier, ça veut tout dire. Le jour où j'ai pris connaissance de ce mec, c'est grâce au trépané de BTA, parce que si le Dayen n'avait pas évoqué les sujets tabous concernant leur communauté de lumière, il n'aurait pas moufté. Bref, quand j'ai commencé à écouter son allocution, on aurait dit une bande-annonce de film des années 39, 45, et c'était risible, voire tellement ridicule. Et comme on n'arrête pas de le dire, le mec est planqué en Malaisie pendant qu'il envoie les gens au casse-pipe, et au final, cela donne ça. Restez groupés. Et courage, mes enfants. Je vous couvre. Ah bah oui qu'il dit des vérités, en apparence rebelles qui sont complètement compatibles avec le monde nouveau et qui consistent à le préparer, en préconisant ni plus ni moins la dissolution de nos institutions sous le motif qu'elles ne marchent pas. Bah non, rien à voir. Faut ni les détruire ni dire qu'elles sont inutiles, mais plutôt de les restaurer et les soigner comme chez une personne atteinte d'une maladie grave qui se soigne, mais qui ne se tue pas. Ce serait absurde. Mais quand ils osent déclarer quand même que nous sommes encore à l'ère préhistorique, il déroule implicitement le tapis rouge vers le transhumanisme. Et donc, pourquoi parlerait-il de sacralité de l'individu? Et puis, concernant ces inepties, rien que des exemples démontrant son imposture valent le détour.